Avec la dépression, les troubles anxieux font partie des troubles psychiques les plus fréquents. Si l'anxiété est un mécanisme normal quand elle est temporaire et justifiée par une situation, elle peut devenir envahissante et durable. Souvent accompagnée de symptômes physiques divers, le trouble anxieux généralisé peut être comparé à un sentiment excessif et constant d'insécurité et d'inquiétude. Et ce, jusqu'à interférer avec les activités quotidiennes et les relations sociales. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Léa, une jeune femme qui nous livre son témoignage sur sa vie avec ce trouble quotidien. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à venir témoigner chez nous ? J'ai vu ton podcast de par mon travail et j'ai vu certains troubles qui étaient mis sur le devant de la scène et j'ai pas forcément trouvé de choses sur l'anxiété. Mais je pense que ça concerne quand même une grande partie de la population. Enfin, il y a différents types d'anxiété. Du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé cette partie-là. Je me suis dit ça peut intéresser. Je pense peut-être un témoignage, ça pourrait intéresser parce que moi, c'est vrai que au-delà des mots bleus qui n'existaient pas à l'époque, j'aurais peut-être aimé avoir quelqu'un qui témoigne de son anxiété. Moi, c'est plutôt anxiété et symptômes physiques, anxiété et somatisation, on va dire. Et c'est vrai que je me retrouve pas non plus dans certains sites, certains comptes Instagram qui pourtant sont super bien faits sur l'anxiété, mais qui abordent pas forcément cette partie-là de l'anxiété un peu refoulée, si on peut dire ça comme ça. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de témoigner. Donc, tu viens nous parler de troubles anxieux. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, avec tes propres mots, ce que tu entends par anxiété ? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. L'anxiété, pour moi, c'est l'anticipation de tout ce qui pourrait arriver de négatif. L'anxiété, ça pourrait un peu se résumer par « et si ?» et c'est quelque chose de négatif après. C'est toujours l'anticipation du pire, des scénarios qui pourraient se passer et qui souvent se déroulent pas du tout comme ça, mais on veut être sûr de pouvoir, au moment T, pouvoir tout contrôler. Et du coup, c'est rassurant d'avoir pu balayer toutes les possibilités. Souvent, en fait, ça se passe pas comme prévu. Enfin, je veux dire, on a pu ne pas imaginer un scénario. Et du coup, c'est quelque chose sur le moment qui est extrêmement angoissant et qui permet pas de vivre le moment présent. Parce que vu que c'est pas comme ça qu'on l'avait envisagé, ce moment-là, le cerveau vient totalement s'embrouiller et on perd un peu nos moyens et du coup on a l'impression de devoir pallier cet imprévu alors que c'est sûrement pas grave, mais au final ça nous permet pas de vivre le moment présent. Donc je dirais que l'anxiété, c'est vraiment l'anticipation du pire et chercher à toujours rattraper le moment présent comme on voudrait qu'il soit dans notre tête, en fait, comment on se l'est imaginé, et qui permet pas du coup de vivre sa vie sereinement et de profiter du moment présent. On fait parfois le parallèle entre l'anxiété et le stress. Pour toi, c'est quoi la différence entre les deux ? Le stress, je pense qu'il est normal parce qu'on peut être face à des situations qui nous mettent moins à l'aise ou des exercices dont on n'a pas l'habitude. Moi, quand je pense au stress, par exemple, je pense à une réunion importante, à une pièce de théâtre qu'on doit jouer devant des personnes et du coup pour moi un stress, c'est normal. Enfin, je veux dire, si on n'est jamais stressé dans sa vie, c'est peut-être qu'on n'est pas face à des situations qui nous mettent un peu de pression, etc. Il y a du bon stress, il y a peut-être aussi du mauvais stress d'une situation qui nous arrive qu'on ne sait pas gérer sur le moment. Pour moi, l'anxiété, c'est pas un stress à un moment T, c'est ce qu'on peut ressentir au quotidien, pour toutes les situations. Et comme je disais, un stress, ça peut être par rapport à une situation dont on n'a pas l'habitude de faire face. Alors que l'anxiété, ça va venir jouer sur tous les aspects de la vie
Et l'anxiété, ça peut même être quand on invite une copine à dîner, quand on sort, des moments du quotidien qui ne devraient pas générer ce stress en fait. Donc l'anxiété, je pense que c'est un stress exagéré au quotidien. Là où le stress, comme on l'entend, c'est vraiment dû à des moments précis. Alors l'anxiété, t'as appris à la connaître quand t'avais quel âge? 5 ans. C'est arrivé assez jeune. J'ai 25 ans, donc ça fait 20 ans en fait que j'ai un trouble anxieux généralisé le mot a été mis très tard, hein, seulement l'année dernière. Donc juste avant mes 25 ans, et ça faisait 20 ans en fait que je souffrais d'anxiété. Du coup, j'ai pas de souvenir de moments précis. C'est arrivé, je me souviens juste qu'à mes 5 ans, j'avais de l'eczéma. J'ai de l'eczéma qui est apparu sur les bras, dans le creux des genoux, voire sur les paupières, qui était assez dérangeant parce que du coup, je me grattais en permanence. Et du coup, mes parents ont mis ça sur le dos, enfin, d'une allergie, possiblement. Enfin voilà, vu que ça me grattait, c'est peut-être que j'étais allergique à quelque chose. Enfin, je dis mes parents, mais c'était peut-être l'entourage en général. J'ai plus forcément de souvenirs. Pendant plusieurs années, par précaution, je mangeais pas de bonbons, je buvais pas de soda. Enfin voilà, on contrôlait un petit peu les colorants alimentaires en pensant que ça pouvait venir de ça. Et en fait, j'ai continué de me gratter les bras, les jambes pendant 4 ans, jusqu'à mes 9 ans. À mes 5 ans, je saurais pas trop dire s'il y a eu un déclencheur vraiment. Est-ce que c'est un âge auquel on commence à comprendre des choses qui nous entourent? En même temps, après j'ai sauté une classe, donc ça m'a certainement perturbée dans ma scolarité, etc. Et puis j'ai eu une maman poule. J'ai une maman qui m'a préservée de beaucoup de choses et qui m'a peut-être transmis certains comportements anxieux que elle-même avait parce qu'elle a le même profil que moi. Et du coup, comme j'étais la première fille, j'étais certainement plus à préserver. Enfin voilà, j'étais vraiment le premier enfant. Souvent, on entend les parents dire que voilà, ils ont un peu surprotégé leur premier parce que ils pouvaient avoir peur pour plein de choses. Et en ayant une maman anxieuse qui avait son anxiété à elle et ses peurs de maman, je pense que ça a peut-être transmis ce trouble en fait. Tu dis que quand ça a commencé vers 5 ans, t'as pas forcément de souvenirs, ce qui est normal à cet âge-là. C'est quoi le premier souvenir que tu as justement qui est en lien avec l'anxiété? Alors, le premier souvenir que j'ai en lien avec l'anxiété, du coup, c'est pas cette période des 5 ans à 9 ans. Et là où à 9 ans, il y a eu un événement, c'est que j'ai passé une demi-journée à l'hôpital. Parce qu'au bout de 4 ans, on se demandait quand même ce qui se passait concrètement. Et en fait, j'ai passé une demi-journée à l'hôpital pour faire des examens d'allergie. Et je me souviens sur mon bras de plusieurs points. Enfin voilà, j'ai ce souvenir-là d'une dame qui venait, d'une infirmière qui venait toutes les demi-heures contrôler sur mon bras les résultats de l'allergie en fait, enfin les résultats de l'examen des allergies. J'ai pas entendu le résultat à la fin, mais ma mère m'a dit que ce qu'on lui avait dit à l'époque, c'est qu'elle avait une enfant stressée et que du coup il fallait prendre rendez-vous chez un psychologue. Et donc je suis allée voir un psychologue et j'ai l'impression de lui avoir raconté des choses vraiment lambda d'une vie de petite fille, de ce qui pouvait me tracasser à l'époque. Ça m'a fait tellement de bien apparemment que 3 jours après la première séance avec la psychologue, j'avais plus d'eczéma du tout. Alors que ça faisait 4 ans que je me grattais en permanence les bras, les jambes, les paupières. Et en fait, il a suffi d'une séance pour débloquer certainement quelque chose et du coup que ce symptôme-là physique disparaisse. Et au-delà de l'eczéma sur cette période de 5 ans à 9 ans, est-ce qu'il y avait d'autres choses finalement que tu identifies après, comme des difficultés à aller à l'école, à sociabiliser avec des camarades ou autre? J'ai sauté une classe, j'ai sauté le CP. Et en fait, on se rendait pas compte à l'époque parce que c'était il y a 20 ans. Mais on m'a fait sauter une classe parce que j'avais des aptitudes à l'école. Mais on n'a pas du tout pris en compte le côté social d'un enfant, qui est hyper important en fait. Et aujourd'hui, je conseillerais quand même de regarder à 2 fois avant de proposer à des parents de faire sauter une classe à leur enfant. Parce que du coup, on perd tout l'aspect social qu'on
commence à construire à cet âge-là les copines qu'on peut avoir, les copains, et les petites habitudes à la récréation, etc. En fait, dans la cour de récréation, il y avait une partie dédiée aux dernières années de maternelle et au CP, parce qu'on considérait que les CP étaient encore assez jeunes, et de l'autre côté, c'était CE1 jusqu'à CM2. Et du coup, comme j'avais sauté une classe, j'étais en CE1, et mes copines étaient en CP, et j'avais plus le droit d'aller jouer avec elles. Il y avait une fameuse ligne rouge qui délimitait cette partie de la cour. J'ai jamais trouvé de stabilité amicale de ma scolarité. Même j'ai eu des copines en primaire, mais ça a beaucoup bougé. Pareil au collège, même si j'ai encore quelques connaissances. Et c'est plus au lycée que du coup je me suis un peu plus affirmée vers 15 ans et que j'ai des copines que j'ai encore aujourd'hui. Du coup je pense que ça a renforcé cette anxiété de pas avoir de stabilité en fait à l'école, de pas avoir d'amis, voilà. Et après cette consultation avec le psychologue, qui t'a fait beaucoup de bien visiblement, ton anxiété a évolué de quelle manière? Je pense que ça a un peu calmé sur le moment, mais je me rappelle être en 6e, 5e, et là, le psoriasis qui commence à arriver. Donc là, ça me gratte le cuir chevelu. Plus d'eczéma, pour le coup, sur le corps. Par contre, ça s'est déplacé. Et maintenant, c'est les cheveux, en fait. Et du coup, j'ai des plaques dans les cheveux. Et j'essaye de pas trop me gratter parce que ça peut donner l'impression extérieurement quelqu'un qui se gratte la tête, voilà, c'est quelqu'un qui a les cheveux sales, tout ce qu'on veut. Et en fait, j'essayais et je me retenais de me gratter pendant toute la journée, et le soir, j'étais capable de me gratter à 100 parce que je m'étais retenue toute la journée et que c'était insupportable. Et encore une fois, comme à l'époque où au début mes parents ont jugé bon que je mange pas de colorants alimentaires et où je prenais de la crème pour mettre sur l'eczéma. Ma mère m'a acheté des shampoings de pharmacie, des traitements locaux pour mettre sur le cuir chevelu à chaque fois que je me lavais les cheveux. Et en fait, ça faisait passer temporairement, tout comme la crème apaisait l'eczéma temporairement. Ça me grattait en fait à chaque fois, et j'ai jamais relié ça à une anxiété précise à l'époque. Du coup, comme personne ne me parlait de somatisation et que j'avais vu une psychologue quand j'étais plus jeune, j'avais jamais fait le lien en fait entre potentiellement de l'anxiété ou un événement à l'école, au collège qui pouvait m'angoisser et le fait d'avoir des symptômes physiques comme l'eczéma ou le psoriasis. Quand j'étais en primaire, je me rappelle tout noter sur des post-it. Je notais tout sur des post-it pour être sûre de jamais rien oublier. Je me levais la nuit pour noter des choses sur des post-it. Et j'étais capable de me lever 3 fois dans la nuit parce que j'avais peur d'oublier une paire de chaussettes pour le sport le lendemain. Enfin, vraiment des choses très futiles. Mais j'avais besoin, c'était rassurant, que je me lève le matin et que j'ai mon post-it avec tout ce que je devais pas oublier. Et en fait, il fallait toujours que je me raccroche à quelque chose. Il fallait que je me décharge de ce qu'il y avait dans ma tête, du trop-plein en fait, je pense. Du fait que j'ai de l'anxiété, soit physiquement, je fasse sortir cette anxiété par le fait de me gratter, soit qu'effectivement que je note des choses sur des papiers pour me sortir ça de la tête. J'ai toujours eu le sentiment que mon cerveau fonctionnait à 1000 à l'heure, que mon cerveau était jamais en pause. Des fois, je peux perdre le fil d'une conversation parce que je me fais un scénario dans ma tête. Et du coup, des fois, je peux demander à des personnes même plus jeunes, de répéter ce qu'elles disaient, ou perdre le fil en cours aussi, parce que mon cerveau mouline en permanence. Et l'anxiété, c'est aussi ça, les scénarios anticipés de tout ce qui pourrait se passer. Et des fois, ça peut arriver en plein milieu de la journée. Il suffit qu'on déconnecte 2 secondes, et là, le cerveau prend la place pour se dire ah, mais demain, t'as un rendez-vous chez les médecins, par exemple. Imagine ça, imagine ça. Et en fait, le cerveau, il va te faire réfléchir à toutes les possibilités. Tu vas vouloir, par excès de contrôle, tout gérer et anticiper tous les scénarios prévus.
Qu'est-ce que ces mécanismes-là ont pu avoir comme conséquence sur ta vie au collège, au lycée? Comme tu nous disais, tu pouvais perdre le fil pendant les cours, pendant des conversations, tu avais toujours le cerveau qui allait à 1000 à l'heure. Euh, donc forcément, et ça a forcément eu des conséquences sur le point de vue scolaire ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? J'entends mes parents me dire en permanence, Léa, tu bugs. T'es en train de bugger, arrête, passe à autre chose. C'était clairement l'anxiété. Quand j'étais face à une situation que mon cerveau n'avait pas anticipée, je me mettais en pause, physiquement. Si mes parents me disaient quelque chose et que c'était pas la façon dont je l'avais imaginé, je pouvais clairement presque m'arrêter en plein milieu de la rue et m'énerver parce que c'était pas comme ça que c'était censé se passer. Et quand j'étais petite, je me suis pas mal fritée avec mes parents. Pas méchamment, mais comme un enfant, adolescent peut se friter avec ses parents, parce que c'était plus fort que moi. Après coup, je m'en voulais de m'être emportée, de m'être énervée, parce que la situation nécessitait pas d'énervement. Enfin, en tout cas, la situation ne portait pas à ce qu'on s'énerve. C'était pas grave, effectivement, avec du recul. Mais sur le coup, je ne contrôlais plus. Mon cerveau prenait le devant, l'anxiété prenait le devant, et il me disait, c'est pas comme ça que c'était censé se passer. Ça va pas le faire. Et donc là, bug, vraiment bug dans la matrice. Et en fait, à l'inverse, mes parents, dans l'incompréhension, s'énervaient aussi de me voir dans cet état-là et de me voir m'énerver. Et en fait, ça menait à rien, parce que du coup, on s'énervait des deux côtés. Eux ne comprenaient pas que c'était l'anxiété qui se manifestait. Et moi, je ne comprenais pas que le scénario que j'avais envisagé, ou les scénarios que j'avais envisagés, ne se déroulent pas, et que du coup, il allait falloir presque tout revoir. Et après, au niveau de l'école, j'ai décroché, ça m'a pas permis d'avoir une scolarité normale. Mais effectivement, je me suis jamais donnée à 100%. J'avais quand même du mal à réviser parce que mon cerveau moulinait en permanence. Et souvent, je me perdais dans mes pensées en plein cours. Ça me faisait perdre le fil de ce que les profs pouvaient expliquer. Ça n'a pas eu un énorme impact sur ma scolarité, mais je pense que j'aurais pu effectivement avoir des meilleurs résultats si mon cerveau avait été concentré sur le moment présent, sur les cours. Et on m'a souvent dit dans mes bulletins ou mes parents, t'as les capacités, mais tu les exploites pas. Et t'es trop distraite. T'es dans la tête dans les nuages. Enfin voilà, c'est des mots qui reviennent souvent. Mais en fait, mon cerveau à ce moment-là, il moulinait à 1000 à l'heure et il anticipait tout le temps. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que finalement c'était problématique au point que tu en souffrais suffisamment pour avoir besoin d'avoir recours à un professionnel? Il y a eu des symptômes physiques, mais qui étaient vivables. C'est extrêmement désagréable de se gratter les bras, les cheveux, mais ça n'empêche pas de vivre. Il y a eu aussi après, au début des études, il y a eu l'aérophagie. Là, l'anxiété a commencé à se déplacer au niveau du ventre, au niveau des intestins, etc. Donc j'avais le ventre gonflé en permanence. C'était extrêmement désagréable. Ça me faisait des douleurs d'ailleurs. Ça restait encore vivable jusqu'au moment où j'ai eu une expérience professionnelle à Paris, mon alternance de dernière année de master. Et j'ai vécu du harcèlement au travail avec une responsable où c'était un jour noir, un jour blanc. Et en fait, je ne savais plus sur quel pied danser. En plus, j'ai toujours été perfectionniste, j'ai toujours voulu bien faire les choses. Et du coup, pour moi, c'était insupportable d'aller travailler en fait dans ces conditions-là. Et pourtant, je suis restée 1 an et 3 mois. Il y a eu des symptômes qui m'ont fait dire pars, parce que là, ta santé mentale, elle est en jeu. Une fois où cette fameuse responsable m'appelle à son bureau et où mes oreilles se bouchent et je n'entends plus rien. Et en fait, je sens mon cœur qui s'emballe. Une autre fois où je suis dans mon lit le matin, impossible de me lever physiquement. Mon corps ne veut pas se lever. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je me dis, comment ça, mon cerveau n'a plus le dernier mot sur mon corps. Là, c'est... Mon corps refuse, en fait. Et je peux rien faire. Et ça m'a pris une demi-heure
presque en discussion interne à me dire Léa, tu vas te lever, tu vas devoir aller au travail, sinon tu vas être en retard, ça va être encore pire. J'ai fini par réussir à me lever. J'ai compris que le corps lançait des alertes. Il y a eu un moment très stressant entre le confinement. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais dans cette boîte et ça se passait pas bien. Et en fait, le confinement est venu ajouter un stress supplémentaire. J'aurais peut-être pu gérer le harcèlement au travail seule. J'aurais peut-être pu gérer le confinement et tout ce que ça engendrait seule. Et les deux en même temps, c'était trop. Mon corps n'a pas su comment extérioriser toute cette anxiété. En tout cas, j'ai pas su l'extérioriser verbalement. J'ai pas su en parler. Parce que de toute façon, mon anxiété s'est toujours traduite par des symptômes physiques. Et j'ai développé une colopathie fonctionnelle. Ça s'appelle le syndrome de l'intestin irritable aussi. Et en fait, là, je n'avais plus de contrôle sur mon corps. C'est-à-dire que là où avant, l'eczéma, le psoriasis, l'aérophagie, tout ça, ça avait des conséquences sur mon quotidien, mais qui restaient vivables. Là, la colopathie fonctionnelle a pris le dessus. C'est là où ça a commencé à devenir problématique parce que ça m'handicapait dans mon quotidien. Parce que là, c'était plus seulement juste des symptômes physiques qui me dérangeaient, c'était que ça prenait le pas sur toute ma vie en fait. Concrètement, comment ça se traduit ? Tout devenait anxiogène. Le fait que, à l'époque, on m'appelle quand j'étais chez moi en télétravail devenait source de stress. Quand après le confinement s'est levé et qu'on a pu retourner petit à petit dans les restaurants, etc., ça a développé une sorte d'anxiété sociale. Et du coup, la colopathie fonctionnelle, c'est du coup l'irritabilité de l'intestin qui fait que dès qu'il y a un stress perçu comme trop sévère, ou en tout cas une émotion qu'on n'arrive pas à gérer, il faut que le corps évacue. Et en fait, c'était vraiment ça, pour le coup. Sans vouloir faire de dessin, mais c'était vraiment ça, pour le coup. Et je pouvais passer des heures aux toilettes, en fait. Avoir des douleurs d'intestin qui se tordaient, mais vraiment, pour le coup, sur un niveau d'échelle de la douleur, c'est le plus douloureux que j'ai jamais connu. Tout devenait stress. De devoir sortir, 1 heure faire une balade, il fallait que j'ai des toilettes à proximité en permanence. D'aller faire les magasins, d'aller au restaurant, c'était presque une punition à la fin de devoir aller au restaurant. Parce que du coup, je sais que mon corps, après, allait me le faire payer. Là, mon corps était devenu mon ennemi. Il m'empêchait toute vie sociale. Il m'empêchait de sortir, d'aller me balader, partir en vacances, c'était compliqué aussi. Et tout était millimétré pour éviter d'avoir des crises. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que plus on millimètre les choses, et plus ça se passe, et plus il y a d'imprévus, plus c'est stressant, le corps va nous le faire ressentir, on va avoir une crise, ça se reproduit en permanence, et est arrivé un moment, milieu 2020, et ça a duré pendant 2 ans et demi, où j'avais une crise environ toutes les semaines. Ça pouvait être dû à un moment joyeux comme triste, c'était ça le problème. C'était que toute émotion forte amenait à une crise. Mon seuil de tolérance était de plus en plus faible et du coup, rien que des fois inviter une copine à manger, ça devenait du stress, ça devenait trop anxiogène et le corps me le faisait payer après. Je me permettais plus en fait de faire des choses. Moins je me permettais de faire de choses, moins mon seuil de tolérance était élevé. Sortir pendant ma pause déjeuner au travail pour aller faire des magasins, ça devenait impossible. Je me suis retrouvée une fois à avoir fait un magasin, à être sortie depuis une demi-heure et à devoir aller dans un café aux toilettes en urgence. Parce que mon corps s'est dit, on est dans un endroit où il n'y a pas de toilettes, c'est le moment. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un cercle vicieux. C'est parce que le cerveau nous joue des tours. On se dit, on va aller faire cette balade parce que ça va nous faire du bien. Et quand on est dans la balade, le cerveau nous dit, il n'y a pas de toilette à proximité, c'est dangereux. C'est embêtant.
Et là, la pression commence à monter. Et c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression que notre corps est notre propre ennemi, parce qu'on n'arrive plus à le contrôler. On n'a plus aucun contrôle. Mon cerveau n'a plus aucun contrôle. Je ne sais pas comment contrer les moments anxieux. Je ne sais pas comment calmer les crises. Et en fait, ma vie sociale se restreint. Je ne fais rien de ce qu'une personne de 22-23 ans pourrait faire. Sortir boire un verre, aller au restaurant. Donc j'ai vécu 2 ans et demi en ayant entre deux un diagnostic de colopathie fonctionnelle, avec aucune recommandation pour aller voir un professionnel. Et fin d'année 2022, il fallait que je m'en sorte. Ça devenait invivable en fait la façon dont j'étais. Je me disais mais j'ai 23 ans, je peux pas rester comme ça. 23, 24 ans, je ne peux pas rester comme ça. C'est pas possible. J'avais testé méditation, cohérence cardiaque, enfin j'avais essayé par moi-même de m'aider à faire en sorte de passer ces crises. Et en fait, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Je me disais, je ne peux pas vivre une vie comme ça, c'est pas possible. Encore une fois, et ça a été la dernière, j'ai essayé de soigner le symptôme. J'ai pris rendez-vous avec une diététicienne. Ça m'a quand même aidé à voir quels aliments pouvaient être irritables selon les périodes où j'avais des gros moments d'anxiété et où du coup manger certaines choses, ça risquait d'aggraver un petit peu la situation. Mais j'ai quand même fait un suivi pendant 4 mois sur le plan diététique. Donc on n'était toujours pas sur le plan psy, en fait, sur le plan de soigner un trouble de santé mentale. Même avec la diététicienne, à la fin, je continuais quand même à avoir des crises qui s'espaçaient un peu plus. Parce qu'à force, j'avais réussi à apprivoiser un petit peu mon corps quand même, à reprendre un peu le dessus. Et je me suis dit, mais il faut arrêter de voir tous ces symptômes indépendamment les uns des autres, comme si ça avait été des phases de ma vie. Et se dire que, en fait, ça fait 2 décennies que mon corps m'envoie des signaux d'alarme de mon anxiété, que je choisis de ne pas voir. Quand on est plus jeune, c'est compliqué de les voir seuls. Mais là, à 25 ans, j'étais en âge de voir que mon corps m'envoyait des signaux et d'arrêter de me cacher derrière un trouble purement somatique de maux de ventre. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez une psychiatre et j'ai pris un antidépresseur pendant 6 mois, donc de juillet à décembre 2023. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont eu peur parce que le mot antidépresseur, c'est un gros mot. Et ils ont essayé de me faire comprendre qu'il y avait d'autres moyens et que si c'était dû au stress, qu'il y avait certainement des voies non médicamenteuses pour réussir à aller mieux. Mais en fait, je leur ai fait comprendre que j'étais en détresse et que j'avais déjà tout testé, en fait. J'ai regardé je ne sais combien de sites, d'applications, mais il n'y a rien qui marchait. C'est tout, j'ai fait le tour. Ça fait 20 ans que je souffre de symptômes physiques. Ça faisait 3 ans que ça m'empêchait de vivre une vie correcte. Il fallait que je trouve une solution. Mes parents acceptaient le fait que j'allais passer par cette voie médicamenteuse, en fait. Et l'amélioration s'est faite hyper rapidement. Je pense que l'amélioration, je l'ai vue en 1 mois. Après le début de la prise de l'antidépresseur, j'ai réussi à me nourrir à nouveau avec des choses que j'aimais, que je ne mangeais plus. Parce qu'à la fin, en fait, avec le syndrome de l'intestin irritable, je réduisais de plus en plus la liste d'aliments que je me permettais de manger. J'avais tellement peur que certains aliments ne passent plus que du coup, je restreignais de plus en plus. Et pareil, c'était un cercle vicieux. Je mangeais de moins en moins de choses. Et dès que je faisais une crise, je l'associais à un aliment, donc j'arrêtais de manger cet aliment. Et enfin, je mens pas si j'ai dit que je finissais par manger du quinoa avec de la sauce tomate. Vraiment. Mes repas étaient composés de ça. Je n'osais plus manger trop de fruits et légumes parce qu'il y avait trop de fibres. Je buvais plus de café. Je buvais plus d'alcool non plus. J'évitais
le trop sucré, le trop gras. Je mangeais plus beaucoup au resto et encore moins au fast-food. La prise de médicaments, ça m'a permis de mettre mon anxiété au second plan. Que ce soit plus au premier plan, que ce soit plus moi, et juste de pouvoir vivre correctement. Et l'anxiété est là, parce qu'elle fait partie de moi, mais elle est plus au premier plan. Et du coup, elle me permet de vivre correctement, de pouvoir manger ce que j'ai envie de manger, de pouvoir partir en vacances, d'accepter l'imprévu. Ça, c'est le plus gros point. Et ce qui m'a fait énormément de bien avec le médicament et le fait que l'anxiété était plus présente au quotidien, c'est que du coup, j'ai pu me permettre l'imprévu dans ma vie. Ce qui peut paraître futile, enfin, ce qui peut paraître vraiment étonnant à entendre. Là, je me retrouvais à me dire, ça se passe comme ça, c'est pas grave. C'était pas prévu, mais c'est bien aussi. Et ce que j'avais prévu, je le ferai une autre fois. Ou le fait de revivre normalement, de pouvoir aller boire des verres en terrasse, de faire 2 restos 2 jours consécutifs, de partir en vacances sans avoir peur de me promener sur la plage parce qu'il n'y a pas de toilette à proximité. Ça va. On peut faire tout ça. Je me suis sentie revivre en fait. Et j'ai pu à nouveau profiter de la vie en fait. Parce que l'anxiété, ça m'empêchait de profiter de la vie, de profiter des moments présents. Combien de fois après coup, je me suis dit, j'ai pas vu tel événement passer parce que j'étais trop occupée, trop dans mes pensées sur le fait que ça se passait pas comme prévu, que c'était pas comme ça que je voyais les choses. Et du coup, je suis passée à côté de plein de choses. Et là, je revivais l'instant présent. Pendant 6 mois de prise de médicaments, j'ai quand même fait attention parce que je savais que c'était fragile et qu'il fallait pas que je commence à faire trop d'excès. Et j'avais tellement peur aussi de revenir dans mon état d'avant que du coup, je me suis quand même un minimum contrôlée, mais ça restait un contrôle bienveillant envers moi-même. Maintenant que j'ai arrêté l'antidépresseur, l'anxiété, elle est au second plan. Il faut que je fasse attention parce que je suis de nature anxieuse. Ça fait partie de moi et je l'ai accepté. Mais je suis bien dans mon corps, je suis bien avec mon corps. Je sais où sont mes limites et du coup, je peux vivre avec. Et ça fait du bien en fait de pouvoir se sentir revivre. Voilà. Tu dis maintenant que tu arrives à vivre avec, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se retrouve dans la même situation, à avoir des symptômes somatiques un peu inexpliqués, beaucoup d'anxiété? De ne pas attendre à aller consulter un professionnel, à en parler, à s'entourer. De ne pas prendre en compte que l'entourage puisse ne pas comprendre ou minimiser et que du coup ça nous freine dans notre parcours thérapeutique ou pas. De se faire confiance aussi. On sait ce qu'on vit. N'importe qui pourrait venir nous dire t'exagères, t'en fais trop. Mais si on sent que c'est pas vivable, il faut se faire aider. Ou en attendant de se faire aider, mettre en place des choses qui vont nous faire du bien. Parce que c'est compliqué aussi de passer le pas, d'aller voir un professionnel, de faire confiance. Il y a des personnes pour qui ça se passe mal, pour qui le premier rendez-vous avec un médecin ou avec un psychologue se passe mal parce que tout comme l'entourage peut minimiser ou avoir des réactions déplacées, c'est le cas aussi des fois des professionnels. Mais c'est pas parce qu'on est tombé sur un professionnel qui nous a pas écoutés ou qui nous a dénigrés qu'il faut arrêter un suivi, arrêter le chemin sur lequel on est pour aller mieux. Faut pas que ça nous décourage en fait. Il y a aujourd'hui des sites qui existent, des comptes Instagram qui sont super bien faits, je pense à Bonjour Anxiété, qui peuvent au moins nous aider à nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Écouter aussi des podcasts, des témoignages, comme celui des mots bleus. Et quel que soit l'âge qu'on a aussi, se dire qu'il n'y a pas d'âge pour aller mieux, qu'on ait 60 ans ou 15 ans, on peut se faire aider. On n'est pas trop jeune non plus pour se faire aider. Parce que moi, on m'a déjà dit que ça allait passer, que c'était qu'une phase, que c'était certainement dû à l'adolescence, au stress. Quand on parle de santé mentale, ça fait peur. Certaines personnes vont chercher à rationaliser les choses.
mais on est les mieux placés pour savoir ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Je pense pour vivre sa vie de façon convenable, correcte et heureuse, même si c'est un bien grand mot, il faut pas hésiter à tout mettre en œuvre pour aller mieux. Toi, tu as fait des études de communication et tu travailles aujourd'hui dans une structure qui s'appelle le CN2R. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, le Centre national de ressources et de résilience, c'est un centre qui travaille sur les psychotraumatismes, qui travaille à l'amélioration et à la diffusion des connaissances sur le trouble de stress post-traumatique et sur la résilience. Déjà, le trouble de stress post-traumatique, t'en as déjà parlé, notamment dans un podcast. C'est un trouble qui va arriver après une confrontation à un événement traumatisant. Et chez certaines personnes, ça va se manifester par des symptômes de type dissociation, par des symptômes de type évitement, hypervigilance et reviviscence. L'impression que l'événement est toujours présent alors qu'il est passé. Et qui du coup ne vont plus réussir à vivre une vie convenable. Et du coup, au centre, on a plusieurs pôles. Moi, je fais partie du pôle information-communication, où avec ma collègue journaliste, on développe des ressources à destination du grand public, des professionnels, pour expliquer en fait ce qu'est le trouble de stress post-traumatique, comment on peut s'en sortir, que ce soit pour les personnes concernées ou pour les proches, et aussi pour les professionnels qui ont en face d'eux des personnes qui présentent ce trouble-là. Il y a un pôle formation et bonnes pratiques pour mettre à disposition des professionnels des ressources et des compétences qu'ils pourraient développer pour repérer, accompagner et orienter les personnes qui présentent un trouble. Et là, beaucoup de professionnels sont confrontés en fait à des personnes qui ont vécu des événements traumatisants. Pas que des professionnels de la santé mentale, aussi des personnels de l'éducation nationale, de la justice et beaucoup d'autres. Et donc on est une équipe de 15 personnes, vraiment une équipe pluridisciplinaire. Et on essaie de tous s'accorder pour faire en sorte de mener à bien la mission du CN2R et d'aider le maximum de personnes. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec nous ton expérience. Merci Mickaël. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.